Salut les trailers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est au Bourget du Lac en Savoie, juste au-dessus de Chambéry, pour participer au Grand Trail du Lac, édition 2022. Alors aujourd'hui on est samedi 22 octobre, je suis simplement venu pour récupérer mon dossard. Le départ du trail est demain à 5 h du matin. Un trail de 75 km et 3600 D+ annoncés, au cours duquel on va effectuer en fait le tour du lac du Bourget, dans le sens anti-horaire en partant du Bourget du Lac. Et c'est une course avec un profil un petit peu atypique. On commence par 10-11 km de plat, puis ensuite on arrive sur les premières montagnes, on va dire un petit chaînon de montagne sur la rive est du lac. De nouveau 6-7 km de plat pour rejoindre la rive gauche du lac et les difficultés qui nous y attendent. Et on terminera par l'interminable ascension puis redescente du Mont du Chat avec des pentes très raides après le kilomètre 60. Donc j'y étais en rando course il y a une dizaine de jours à peu près pour réhabituer mes jambes à ce type de bazar. Et bon, c'est vraiment très dur. Donc je pense qu'une fois que j'en serai là, je rigolerai plus du tout. Sinon, sur cette course, plusieurs formats. Donc celui auquel je vais participer en solo, un format relais à 4 et également un format de 34 km et 2000 D+ environ, qui en fait correspond à notre seconde partie de course, de Chanaz jusqu'au Bourget du Lac. Bon, je viens d'arriver au Airbnb qu'on a loué et puis j'ai pu récupérer mon dossard, donc numéro 157. Je partirai vague 1, donc bien dès 5 h du matin, et la vague 1 sera suivie un quart d'heure après de la vague 2 à 5 h 15. Bon, sinon il paraît qu'il y a un bon gros plateau de coureurs cette année avec pas mal d'élites qui se sont inscrits, et notamment en favori de la course, je pense Ugo Ferrari. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, qui a fait top 30 à l'UTMB cette année, pas dégueu. Pour ma part, contrairement à mes dernières courses, tout va bien, pas de gros bobos. Je sors de quelques grosses semaines d'entraînement en vue de la Lyon-Saint-Élion et j'ai été un peu malade, donc il y aura probablement un petit peu de fatigue. Mais j'ai coupé presque 3 semaines après mon dernier ultra, donc ça m'a permis de bien recharger les batteries, de bien soigner les quelques bobos qu'il y avait à soigner. Demain, ça va me permettre de rajouter du volume dans mon entraînement, d'avoir un premier test pour jauger ma forme. Pas d'objectif spécial, hormis essayer de ne pas finir trop fracassé. Voir si à la fin, justement, je suis capable de me dire bon, là, tu pourrais faire une seconde boucle. Bon, pas sûr que ce soit le cas, hein. Mais bon, sur ce, je vais aller préparer mes affaires pour demain, manger un petit peu et essayer de dormir parce que cette nuit s'est levée à 2 h du matin. En attendant, je vous laisse cette fois-ci avec quelques mots au sujet du GIEC. Alors après avoir évoqué la dernière fois le calcul de l'empreinte carbone, j'ai décidé aujourd'hui, toujours en quelques minutes, de vous parler du GIEC. On entend beaucoup plus parler ces dernières années, notamment des rapports du GIEC, ou bien de ce que le GIEC nous dit de faire, je reviendrai là-dessus. Mais au final, pour beaucoup, le GIEC, ça reste encore quelque chose d'assez flou. GIEC, ou IPCC en anglais, ça signifie Groupe d'experts intergouvernemental sur le climat. Son siège est à Genève en Suisse et il a été créé en 1988. Je vous passe les détails de sa création, mais l'important c'est que le GIEC est un organisme international chargé d'évaluer en profondeur la réalité des causes et des conséquences du réchauffement climatique, ainsi que les solutions existantes pour lui faire face, tout en fournissant une évaluation détaillée de l'état des connaissances scientifiques, techniques et socio-économiques à ce sujet. Tout cela est évidemment réalisé sans parti pris, avec une méthodologie scientifique claire et établie, ainsi qu'une transparence absolue. Il faut donc bien comprendre que le GIEC, c'est pas un petit groupe de personnes qui travaillent de manière isolée, mais bien une association de pays. Les membres sont des nations et non pas des personnes physiques. Et les individus qui participent aux réunions et assemblées du GIEC sont des représentants de ces pays. Point qui est probablement le plus important et souvent mal compris par le grand public, le GIEC, c'est pas un organisme ou un labo de recherche. Ils effectuent pas eux-mêmes les études.
Leur rôle, c'est de fournir une synthèse, une évaluation des différentes études, des différents travaux de recherche menés dans les différents laboratoires à travers le monde. Et il n'y en a pas que quelques-uns. Pour vous donner un ordre d'idée, pour le 6e et dernier rapport du GIEC, ce sont plusieurs dizaines de milliers de papiers scientifiques qui ont été lus, évalués et synthétisés par les autrices et auteurs de celui-ci. C'est un travail qui est colossal. Au sein de ces rapports, et c'est là l'autre point important, le GIEC n'effectue pas de recommandations et ne donne pas de directives, mais il fournit plutôt des états des lieux et des projections. C'est-à-dire que lorsque l'on vous dit que le GIEC a dit qu'il fallait faire telle ou telle chose, c'est faux. Ce sont des interprétations, parfois bonnes, parfois mauvaises, parfois individuelles, parfois collectives, parfois détournées par de grandes entreprises pour faire du greenwashing. Mais bref, le GIEC, c'est un organisme fournissant une expertise sur le sujet, via des rapports qui sont le reflet de la communauté scientifique, mais il ne donne pas de recommandations. Sans rentrer dans le détail, voici un schéma simplifié de son organisation que j'ai emprunté sur le site du GIEC lui-même. Comme vous le voyez, il existe 3 groupes de travail et une task force. À la tête du groupe 1, on retrouve par exemple Valérie Masson-Delmotte, une paléoclimatologue française dont vous avez peut-être entendu parler si vous suivez un petit peu l'actu sur le sujet. Et donc les groupes de travail ont chacun un domaine de compétences ciblées, respectivement les aspects scientifiques du système climatique et de l'évolution du climat pour le groupe 1, la vulnérabilité des systèmes socio-économiques et naturels au changement climatique, les conséquences négatives et positives de ces changements et les possibilités de s'y adapter pour le groupe 2, et enfin les solutions envisageables pour limiter les émissions de gaz à effet de serre ou atténuer de toute autre manière les changements climatiques pour le groupe 3. La Task Force, quant à elle, a pour rôle de développer et améliorer un guide méthodologique pour le suivi des émissions de gaz à effet de serre. Lorsqu'on parle de rapport du GIEC, il y en a donc en réalité plusieurs. Pour le 6e et dernier en date, par exemple, le rapport du groupe 1 est sorti en août 2021, celui du groupe 2 en février 2022 et celui du groupe 3 en avril 2022. Pour chacun d'eux, le rapport complet fait environ 3000 pages, le résumé technique entre 100 et 150 pages et le résumé pour les décideurs environ 50 pages. Et à ce propos, je sais que certains vont me trouver complètement fou, mais pour les plus intéressés et motivés, je peux que vous conseiller de lire les résumés pour décideurs. Alors oui, c'est un petit peu long et fastidieux, mais honnêtement, c'est compliqué d'avoir véritablement conscience de ce qui nous attend sans le faire. Et puis sinon, il y a de très bons résumés faits par des vulgarisateurs que je vous mets, comme d'habitude, dans la description. Et à noter qu'une synthèse de ces 3 rapports est attendue pour la fin de cette année ou pour le début de l'année prochaine. Le processus menant à la publication des rapports est long et complexe et j'ai pas le temps de le traiter, mais il faut savoir qu'avant la dite publication, l'ensemble des gouvernements membres, soit plus d'une centaine dont la France et les États-Unis, les signent et les valident. Cela signifie donc que les gouvernements ont lu les rapports pour décideurs et pris connaissance de la situation. Ils les ont validés et sont donc entièrement conscients et en accord avec ce qu'ils rapportent, à savoir l'urgence climatique et les moyens d'y faire face. Est-ce que pour autant les décisions politiques de notre gouvernement notamment, à qui revient le rôle d'agir justement, sont en adéquation avec cela ? Bien évidemment que non, mais je vous laisse vous faire votre propre opinion là-dessus si vous prenez le temps de lire ces rapports. Et avant de conclure, juste un petit point sur le financement du GIEC. Le budget annuel du GIEC, il est d'environ 6 millions d'euros. Il varie un petit peu chaque année parce que le budget, il est alimenté de manière indépendante et volontaire par les 195 États membres de l'ONU. Je ne sais pas si on se rend compte, mais 6 millions pour une organisation de cette ampleur et à ce point importante pour le futur de toutes et tous, c'est ridicule. En comparaison, Mbappé, c'est 125 millions d'euros par an, soit 21 fois plus. Et d'ailleurs, les scientifiques et auteurs ne sont même pas rémunérés pour leur travail, malgré l'investissement immense que cela demande. D'autre part, on accuse parfois sans raison le GIEC d'être corrompu et la voix de prétendus lobbies, avec, je me répète, seulement 6 millions d'euros qui proviennent uniquement de gouvernements. Je vous mets donc juste ici en guise de comparaison un diagramme piqué à Forbes et Bon Pote, et montrant l'argent investi par les principales compagnies des énergies fossiles dans le lobbying en 2019. Et je vous laisse une nouvelle fois en tirer vos propres conclusions. Bon, j'ai fini au sujet du GIEC, j'ai essayé d'être clair et concis, de dire le plus important en quelques minutes. J'ai malheureusement pas le temps de détailler davantage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, la section commentaires est là pour ça et j'essaierai d'y répondre de mon mieux. Pensez aussi à checker la description dans laquelle je vous mets les sources et des articles en lien avec le sujet. Et puis maintenant, c'est parti pour la course.
voilà, on est parti il y a 1 km 15. On a commencé direct par des bouchons. Et donc là, on va avoir 2-3 heures de nuit à la frontale, sur du plat comme je le disais. Il va falloir se cramer sur cette première partie de course. Bon, 5 km de course. Comme je le disais, on est sur cette première portion de 10-11 km de pas là pour commencer, en direction des premières pentes. Donc en fait on a commencé par la rive sud du lac, maintenant on longe la rive est et on va arriver en fait à l'extrémité sud du massif de la Chambotte. Donc le massif de la Chambotte qui est un petit chaînon dissymétrique de plusieurs petites montagnes et sommets. On va en traverser quelques-unes. Mais bon, il reste encore 5-6 km avant d'y être. Ce massif de la Chambotte, on lui donne le nom de massif, mais c'est un peu un abus de langage. En fait, il appartient en réalité au massif du Jura. Alors ça m'avait déjà surpris quand j'avais couru cet été le trail du Mont Grêle, pas loin d'ici. Parce qu'en fait, on est en Savoie, donc logiquement, on s'attend à ce que ce soit le massif des Alpes. Mais non, géologiquement, on est à l'extrémité sud du massif du Jura. Comme d'ailleurs tous les monts qu'on va traverser aujourd'hui. J'ai pas trop eu le temps de parler avant le départ de la course, même pas du tout d'ailleurs, ce matin. Bon, je suis deg, j'ai à peine dormi 1 heure cette nuit. Pourtant, je me suis couché à 19 h, mais je me suis endormi vers 1h30 du mat pour me lever à 2h30. Je sais pas pourquoi. Pas de stress, hein, j'ai l'habitude. Un peu d'excitation, donc je pense que c'est ça qui m'empêche de dormir. Puis je me couche toujours assez tard, donc bon. Donc voilà, je vais essayer de gérer un peu la fatigue. Là, sur cette première portion, je le fais jamais en course, mais je surveille ma fréquence cardiaque pour pas dépasser ma fréquence cardiaque d'endurance fondamentale. Donc je reste en dessous de 150 BPM, à une allure entre 4,45 et 5 à peu près au kilo. Alors vous voyez pas, mais à gauche, sur la rive ouest, on distingue l'immense montée de la fin du parcours, direction la Dent du Chat et le Mont du Chat. Bon, je devrais y être dans, allez, 8 heures à peu près, je pense. Et bon, pour l'instant, concentré sur cette première partie de parcours. Merci. Et 10 km en pratiquement 51 minutes. Donc là voilà, on va pas tarder à arriver sur ce massif de la Chambotte. Et on va commencer, je crois, par traverser la forêt et le mont de Cossuet. Après on va traverser la montagne de la Biole. Puis au kilomètre 21, on aura le premier ravito, celui du belvédère de la Chambotte. Bon, pour l'instant tout va à peu près bien. Je me sens un peu flageolant, ça doit être le manque de sommeil. Un petit peu envie de vomir, mais pareil, je pense que ça passera avec l'avancée de la course.
fait 14 km. On a fait première montée de 250 D+ environ, puis la redescente, toujours aussi à l'aise en descente. Bon, par contre, je sais pas ce qu'il y a, mais j'ai vomi. J'ai pas mal au ventre, pas mal aux jambes, pas de problème respiratoire, mais j'ai des nausées. Et là, il y a 3 minutes, j'ai été obligé de vomir. Bon, j'espère que ça va passer. « 1h33, 14,7 km. Bon, ça va pas mieux. Ces nausées sont toujours là. Je suis obligé d'avoir un rythme assez faible par rapport à mes capacités. J'espère vraiment que ça va passer parce que c'est compliqué d'avancer comme ça. On a fait à peine 500 D+, 512. Ça va être long si ça passe pas. Donc kilomètre 17,5. Je suis en train de me demander si je vais pas abandonner au premier ravito parce que là vraiment c'est... Oh, j'ai du mal à vous parler tellement j'ai des nausées. C'est pas de plaisir donc ça sert pas à grand chose. Je suis super bien physiquement. Vraiment je me sens super bien pour tout le reste. Mais là-dessus, là je descends tout doucement. Parce que en fait ça me ballotte, ça me... vraiment des grosses nausées. Je me lève jusqu'au premier ravito, puis si ça change pas, je pense que j'abandonne parce que là ça sert à rien. Bon du coup là, imaginons que je continue après le 21e. On va voir. Au moins, je me suis vraiment pas donné sur cette première partie de parcours. Je suis vraiment en pleine forme, que ce soit les jambes ou le reste. Donc si les nausées passent, c'est une bonne chose. Sinon, bah, tant pis. Allez, bravo. Allez, vas-y. Merci. Bon, premier ravito. Bon, 21 km 6. Je repars du ravito au final. Je trouve que ça va un petit peu mieux. J'ai moins de nausées. Voilà, le fait d'avoir mangé et bu, ça allait un petit peu. Mais bon, je vais quand même tenter. Bon, il y avait vraiment beaucoup de monde à ce premier ravito du belvédère de la Chambotte. Je dois vraiment être dans le milieu de course là. Mais bon, malgré mes petits soucis, je pense que j'ai pas été hyper lent non plus. Beaucoup moins bien que ce que j'aurais pu faire, mais comme je le disais, au moins je suis pas fatigué. De toute façon, là, je vais être que en contrôle. Je vais essayer de faire en sorte que les nausées reviennent le moins possible. J'espère aussi que le lever du jour va me faire du bien. Là, après, prochain ravito à Porto, kilomètre 36. Donc, on va d'abord passer là sur la montagne, le Mont Laval, je crois. Puis, montagne de Cessens. Avant de redescendre, une longue descente jusqu'à la rive nord du lac. On va de nouveau avoir 5-6 km de plat. Jusqu'à Porto, kilomètre 36. Mais je suis content, ça va un peu mieux. Merci. Merci.
C'est beau là. La montée de la dent du chat qui est en face là-bas. Rendez-vous dans 5-6 heures si tout va bien. Km 24,7. C'est sympa ce single, ce passage là. Il y a des moments en descente très techniques avec une main courante heureusement. Et c'était vraiment très pentu. Ça glisse beaucoup en plus. C'est du vrai trail là. Ah, ça va beaucoup mieux, je suis content. J'ai bien cru que ça allait être mon premier abandon. Bon, c'est pas fini, hein. On n'est pas à l'abri que ça revienne. Mais je suis soulagé un peu. En fait, c'est con, mais même si tout le reste allait bien, je prenais vraiment aucun plaisir sur les 20 premiers kilomètres. Donc, c'est pour ça que je pensais à abandonner. Je fais quand même avant tout ça pour le plaisir. Je m'imaginais 75 km. Au moins 11 heures de course comme ça, non. On a quand même des belles montées. Je suis dans la longue descente là, pour aller arriver sur la rive nord du lac, la portion de plat de 6-7 km. Je suis content, j'arrive un peu à me lâcher en descente. Elle est assez cassante, mais ça glisse, mais je m'en sors pas trop mal. Sur des portions comme ça, évidemment, c'est pas mon truc, avec les cailloux glissants, etc. Mais sinon ça va, mieux que d'habitude. Et par contre, je suis impressionné au niveau du balisage sur ce trail. Il est parfait quoi. C'est limite si on n'a pas une balise tous les 20 mètres. Et après ce qui m'est arrivé à l'UTHK dans ma dernière vidéo, pour ceux qui suivent un peu,
ça fait plaisir. Je suis un peu plus serein. C'est... Allez, la plus mignonne, là. Ça y est, on est sur la deuxième portion de plat de 5-6 km avant le ravito de Porto et la seconde moitié de la course. Bon, au moment où je tourne là, on est en octobre, donc j'en profite pour placer un petit mot pour Octobre Rose, pour le dépistage du cancer du sein. Pensez à vous faire dépister, parlez-en à vos proches. Et puis je vous mets en description le lien de la Ligue contre le cancer qui traite de ce sujet avec beaucoup plus d'informations que tout ce que je pourrais vous dire. Et si la cause vous tient très à cœur, si cette cause vous tient très à cœur, vous avez la possibilité sur le site de faire un don. Donc voilà. Et on vient de là-haut. On était dans ces petites montagnes, massif de la Chambotte, je me répète. Ah, cette portion de plat, elle est compliquée parce que c'est facile de courir. En même temps, t'oses pas trop envoyer quand tu sais ce qui reste derrière. Mais je suis refait, les nausées ont complètement disparu et j'arrive à m'alimenter de nouveau. Parce que oui, je l'avais pas dit, mais pour que ça passe, j'avais arrêté de m'alimenter. Il n'y avait rien qui passait. Et là, ça va mieux. Alors, sous forme purée ou gel, hein, c'est plus facile. J'ai pas trop envie de morceaux, ça me dégoûte encore un peu quand j'y pense. Mais c'est tout autre ressenti que tout à l'heure. Donc, je crois qu'on arrive à Porto, le deuxième ravito. Merci. Allez. Merci. Allez, je suis reparti de Porto, le deuxième ravito. Direction maintenant le troisième au 51e kilomètre. Contexte. Et au milieu, on va voir quelques petites montées descentes. Je crois que c'est le mont Landard. J'ai oublié, j'avais regardé, mais avec la course, j'oublie le nom des monts. Les bénévoles nous ont dit au ravito que les deux frères Ferrari étaient en tête, très largement. Ils sont passés 1 heure avant nous. Sur les ravitaux, c'est super bien ce qu'ils ont fait. Ils ont séparé les poubelles en 3. Ordure classique, le tri, la poubelle jaune, et ils ont fait une poubelle de compost pour tout ce qui est orange, peau de banane, etc. C'est des choses à mettre en avant. Ils nous font passer dans un endroit très pentu et très boueux là. Sans bâton, c'est vachement dur. J'arrête pas de glisser. C'est vraiment fou là comme on est bien, enfin les températures pour un 23 octobre c'est très mauvais signe malheureusement. Et en plus de ça, ça m'aide pas pour me préparer à la Lyon-Saint-Aignan. J'ai toujours pas sorti la couche par-dessus le t-shirt cette année. L'acclimatation va pas vraiment pouvoir avoir lieu, j'ai l'impression. Il va faire froid d'un coup au dernier moment, ça va pas aider. Et là depuis 15 bornes, depuis que ça va mieux d'ailleurs, surtout sur le plat et dans les montées là, je double beaucoup de monde. Je pense que je suis en train de rattraper un petit peu mon retard de début de course. Encore une fois, quand tu te fais doubler, c'est pas bon pour le moral. Quand tu doubles, ça fait du bien.
des descentes techniques. Avec une main courante. Ah bah là ça c'est le pire pour moi. Il est pratiquement 10h15. On arrive à Chanaz là et on entend le speaker pour le départ du 35 km. Ça doit être la vague 2 là. La première vague est partie à 10h. Donc on va vraiment se retrouver avec... Enfin je vais vraiment me retrouver à peu près en même temps que le gros peloton des 35 km. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Je suis pas comme Ludo Collet moi. Toujours mes copines. Le gars en vert qui vient de me doubler. Il y avait un dossard jaune, donc ça doit être le 35. C'est le seul à courir. C'est un peu piégeux aussi parfois parce que on se fait doubler à pleine balle, enfin sur la première partie là en tout cas. Mais en fait c'est les relayeurs qui font qu'un quart du parcours au total. Donc ils vont beaucoup plus vite que nous. Et ils te doublent à une vitesse et ça met un coup au moral quoi. Je viens de passer le 42e kilomètre. Et ça y est, là, on a un défilé de dossards jaunes qui nous double. Ah putain, kilomètre 45. Je viens de me faire une grosse torsion de la cheville. Je sais pas si je vais pouvoir continuer. Ça va ? Ouais, je me suis fait mal à la cheville. Ouais, j'ai ce qu'il faut, t'inquiète, merci. Ah, c'est dommage, j'étais bien là, je reprenais, enfin je courais bien, j'avançais bien. Je sais pas si je vais pouvoir continuer là, je sais pas pour l'instant. Que de péripéties sur ce trail. Putain, ça m'arrive quand même beaucoup trop souvent. Un mini moment de déconcentration et voilà. Ah putain, j'ai vraiment mal là. Chier. 46. Putain, je sens ma chaussure droite qui me serre beaucoup plus maintenant. C'est-à-dire que j'ai la cheville qui ronfle. Je sais pas si ça vaut le coup que je continue ou pas là. J'ai peur de l'aggraver. En même temps, j'ai pas envie d'abandonner. Ça fait trop d'ascenseur émotionnel. Bon, j'ai pris ma décision à 90% là, je pense. Je me laisse les 4 km jusqu'au ravito pour voir, mais je peux plus courir, donc je pense que je vais abandonner. Ce sera passé par plusieurs états dans cette course, mais c'est plus sage. J'avais envie de le faire ce trail, mais ça reste un trail de prépa pour l'objectif de l'année qui est la Lyon-Saint-Élion. Et là j'ai l'impression que je suis en train d'aggraver, donc je pense que c'est plus sage. Puis ça m'aura fait une belle sortie longue. Et voilà. Bon, 50 km 5. J'ai pris ma décision ferme et définitive. Même si j'aime pas ça, je vais abandonner. C'est plus sérieux. J'avance plus, je peux plus courir. Donc c'est comme ça. Bon, j'aurai une revanche à prendre, ceci dit. J'y reviendrai sur ce grand trail du lac pour le faire en entier. J'espère qu'en contexte d'ailleurs, il y aura de quoi me rapatrier parce que c'est la première fois que j'abandonne, donc je sais pas du tout comment ça se passe, je me suis pas renseigné.
Bon, et ben voilà. Comme vous avez pu le voir, j'ai décidé d'abandonner. Mon premier abandon, bon, forcément déçu, mais je pense que c'était la meilleure chose à faire pour pas empirer ce que je me suis fait à la cheville. Ça a bien enflé, je pense pas que ce soit grave du tout. Je pense que dès cette semaine, je pourrais recourir dessus. J'ai tendance à me faire mal aux chevilles un petit peu trop souvent. J'ai les chevilles hyper laxes, donc elles bougent facilement. C'est rarement grave, ça dure 4-5 jours, mais c'est très enflé et assez douloureux. Et là, j'avais surtout peur de me la retordre une seconde fois et que par contre ce soit beaucoup plus grave. Donc voilà. Ça aurait été un trail plus important, ou je sais pas, la Diagonale des Fous, ou l'UTMB, ou même la Lyon-Saint-Élion. Je pense que j'aurais poursuivi. Avec le mental, là, j'aurais pu terminer. Mais honnêtement, le Grand Trail du Lac, c'est à 1 heure et demie de chez moi. Je pourrais revenir quand je voudrais pour prendre ma revanche. Donc je pense que ça valait pas le coup de prendre plus de risques que ça. En soi, j'avais déjà fait cette distance, ce dénivelé, donc je sais que j'en suis capable. J'avais rien à me prouver sur ce trail, c'était plus un trail de prépa. Donc voilà. Sinon, pour revenir sur la course dans sa globalité, vous l'avez vu, une course vraiment spéciale. 21 premiers kilomètres où j'ai vraiment souffert de nausées, j'étais pas bien quoi. Je sais pas à quoi c'est dû, peut-être le repas de ces derniers jours ou de ce matin, j'ai peut-être trop mangé. Ou alors pas la bonne chose. Enfin bon. Comme je disais, j'ai été un petit peu malade ces derniers jours, donc ça peut peut-être être en lien aussi. Et surtout, j'ai pas réussi à dormir cette nuit. Enfin, j'ai somnolé à peine 1 heure. Et j'avais vraiment cette sensation, vous savez, de ventre vide quand t'as fait une nuit blanche, de nausées en lien avec la nuit blanche. Ça, je pense que ça a pas mal joué par contre. Mais bon, à partir du 21e kilomètre, ça a commencé à disparaître progressivement jusqu'à disparaître entièrement. Donc j'étais vraiment content, ça allait mieux, je me faisais plaisir sur la course. Je doublais des gens, je me sentais beaucoup plus en forme et je me suis dit que en fait finalement j'allais pas abandonner, c'était cool. Et puis voilà, bon, vous avez vu ce qui s'est passé, je me fais mal à la cheville et j'abandonne. Bizarrement, je pensais que je le vivrais beaucoup plus mal que ça. Alors peut-être que ça viendra dans les prochains jours, parce que bon, je voulais essayer de jamais abandonner en trail, tant pis. Enfin bon voilà, je me prends vraiment pas trop la tête avec ça, pour le moment en tout cas, on verra si je le regrette un petit peu plus par la suite. Là maintenant je vais me concentrer sur la préparation de la Lyon-Saint-Élion, la poursuite de la préparation. J'ai un autre trail de prépa plus court, d'une trentaine de kilomètres de nuit dans 15 jours, 3 semaines. Et puis je vais essayer aussi de faire pas mal de volume. Je pense que c'est la chose la plus importante à faire pour ces 156 km de la Saint-Élion. Et puis j'espère que ça se passera différemment le 3 décembre, le 3 et 4 décembre. Pour le trail en lui-même, de ce que j'ai vu, c'était très cool. Comme je vous ai dit, une bonne orga, un super balisage. je tiens à appuyer sur ce point-là. Bon, après, à chaque fois qu'un trail se passe mal, on a tendance à moins l'apprécier. Donc, comme je vous dis, je reviendrai sur ce trail, je prendrai ma revanche. Je sais pas si ça sera l'année prochaine ou plus tard, mais c'est sûr que je reviendrai pour finir ce que j'ai commencé, parce que voilà, j'ai pas fait la grosse difficulté de ce trail, et alors, je veux le faire pour moi en course, et puis je veux vous montrer ça aussi, pour que vous me voyez galérer dans cette énorme montée. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et donc ce sera celle du Dark Trail dans, comme je vous dis, 3 semaines, 1 mois je pense. Salut!